qui est le plus snob, Michel Denisot? Celui qui critique Cannes ou celui qui le défend coûte que coûte? Ah, mais ça dépend quel métier on fait. Ah oui, alors. Si on est journaliste de télévision, on dit du bien de Cannes. Oui, d'accord. Si on est journaliste de presse écrite, on est plus critique, évidemment. Ah oui. Ouais. Donc, quand on fait de la télé à Cannes, on est... Vous avez remarqué dans une émission de télé, on dit qu'un film est mauvais, quoi. Eh ben, vous savez Donc, qu'on peut essayer chez nous, moi ça non. J'ai vu que des bons films. Ah, oui. C'est vrai que de toute façon, les films qui sont ici, bon, après, il y a des sujets à polémique, à critique, tout est sujet à critique. Ce qu'on fait est sujet à critique. Mais en général, c'est quand même déjà, c'est une sélection, donc c'est quand même, ça a de l'allure. Bonsoir Michel. Bonsoir Thibault. Merci de nous faire vivre votre Cannes ce soir à l'hôtel Martinez. Enfin, là, on est au bout du ponton de la plage. Ouais. On a déjà sauté après à la fin d'une émission. Ah, c'est vrai, là, il fait froid. Là, on va pas se faire. Et alors, ici, sur ces transats qui sont bâchés à cette heure-là, il y a des vedettes. Où il y a des clients, il y a des vedettes pendant le festival. Ouais, mais vous savez, au bout d'un moment, ici, quand on fait le festival, quand on vit le festival pendant quasiment une quinzaine de jours, on prend l'ascenseur, on vit dans un blockbuster, on ne vit qu'au milieu de gens, il n'y a pas que des vedettes, mais les vedettes vivent comme tout le monde aussi, hein, donc on est au milieu de tout. À ce point, parce qu'on on peut tourner, c'est Romain d'ailleurs qui filme, là on est devant cet hôtel Martinez mythique, il y a quand même des vedettes qui ne peuvent pas sortir de l'hôtel sans que des fans leur sautent dessus. Ouais, mais par exemple Wim Wenders, qui vient souvent, me disait ah bah c'est drôle, je vous croise tous les ans au moins une fois à 2h du matin dans l'ascenseur. Donc oui, c'est vrai. C'est comme ça. Ah, quand vous sortez en pyjama. Non, mais c'est après chacun vit sa vie, mais même simplement si on travaille ici, on va à des projections qui se terminent à 11h, après on va dîner, on rentre, il est 1h, 2h du matin facilement. Mais bon, alors vous dites que c'est votre 36e Cannes, mais c'est un chiffre officiel ça? Oui, au minimum. Ah oui, d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a toujours la même excitation ou pas? Ah oui, je pense. Ah vraiment? Ah bah oui, on peut pas être... Non, mais c'est jamais pareil. Ça n'a rien à voir. Attention derrière, Romain. Ouais, Romain, attention. Attention, parce qu'il ne faudrait pas tomber. Là, vous êtes pas. Alors peut-être que, Michel, pendant qu'on est là, on peut montrer parce que là, on a une petite vue. Donc là-bas, on a le palais, c'est ça? On a le palais là, oui, là. Ah oui, là. Ensuite. Après, si vous voulez parler des hôtels, devant le palais, il y a le Majestic. D'accord. Après, il y a le Carlton et le Martinez, c'est les trois grands hôtels de Cannes. Et après. Plus loin, il y a l'Eden Rock et donc c'est là que tout ça, en fait, c'est extrêmement concentré. Oui. Tout se passe ici en quelques kilomètres carrés, quoi. Oui. Mais Cannes, c'est à la fois une ville où il y a beaucoup de monde, mais c'est pas une ville. Je ne sais pas combien il y a d'habitants ou d'électeurs. Oui. Mais là, quand il y a le festival, effectivement, c'est autre chose. Alors vous me disiez, oui, vous êtes toujours aussi excité. Non, mais j'aime ça. Écoutez, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est votre passion, en fait. Oui, mais même, c'est une passion journalistique, même si vous n'êtes pas fanat de cinéma, vous êtes dans un moment fort. C'est comme la Coupe du Monde de foot, c'est comme tout ça, c'est jamais pareil. Donc c'est un événement majeur, et on a la chance, c'est un privilège de couvrir ces événements-là, quoi. Bon, là, on est sur cette page qui est fermée pour l'instant, mais je pense que si vous arrivez là en faisant la fine bouche, il faut changer de métier, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors, on dit beaucoup, on va en parler ce soir, que ça a changé. Bah, tout change. Oui, tout change, voilà, c'est ça, tout change. C'est vrai qu'il y a... Tiens, alors, très concrètement, comment ça a changé? Il y a, en fait, en 80... Alors, remontez un peu en arrière, si vous me permettez. En 85-86, quand Canal est venu ici, il n'y avait pas de télé qui couvrait. Et on a démarré, donc j'ai démarré avec 3 caméras au bord de la piscine là-haut, qui n'existent plus. Oui. Et puis c'est tout, il n'y avait que ça. On a commencé à retransmettre les marches tout petits. Mais avant, c'est quoi? C'est un événement qui couvre la presse écrite. On voit quand même des anciennes images. Il y avait de l'image d'archives. C'était tourné en film, en pellicule. Il n'y avait pas de direct. Et petit à petit, ça s'est développé pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Voilà, avec. Il n'y avait pas les marques. Les marques n'étaient pas présentes. Ah oui, voilà, c'est ça. Les marques n'étaient pas présentes. Il y avait très peu de marques. On s'installe ici, Michel? Au début. Alors vous avez le siège de qui, vous? Ah oui, il y a des noms. James Bond. Et moi, c'est Oliver Stone. Ah oui. Ouais. Vous préférez celui-là? Oliver Stone est quelqu'un qui parle très bien français, donc. Oui, bien sûr. Et dont la mère est française. Et sa mère
Sa mère a travaillé dans était journaliste, elle est journaliste. D'accord. Elle faisait des reportages dans les premières émissions que je faisais à Canal, donc je connais par sa mère, donc j'ai une espèce de lien avec lui. Voilà, bon, sinon, donc oui, ça a changé, ça change, mais oui, tout change. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le poids des marques est très important. Et le cinéma a beaucoup changé. Il y a des plateformes, il y a des films, il y a je ne sais pas combien de. À l'époque, dans le passé, Gilles Jacob voyait 400 films. Ouais. Aujourd'hui, c'est des milliers. Il ne peut pas tout voir, j'imagine. Ça doit être dingue quand même, la sélection, elle doit être incroyable. Ah bah, la sélection, il y a des équipes, hein, c'est ça? Il y a une équipe, ouais. Il y a une équipe, ouais. Ils se font passer, ils se font là, tiens, faut voir celui-là, et regarde celui-là, et après on fait. Ouais, il y a un écrémage qui arrive après jusqu'à Thierry Frémaux. Vous êtes l'auteur, le réalisateur d'un documentaire sur Coluche. On va en parler. Coluche, ce sera le 28 mai. Le 28 mai sur TMC à 21h. Mais il est quand même en compétition ici. Alors oui, c'est la sélection Cannes Classique, donc qui regroupe des documentaires et des films. Des films qui ont été restaurés, etc., des choses comme ça, des grands films de cinéma. Donc je suis content, ouais, bah oui. Il y a marqué sélection officielle. Ah oui, parce qu'il y a la petite palme au début et tout. Ah voilà. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Coluche, qui est mort il y a 40 ans. Oui. Il faut attendre le mois de juin. Mais le mois de juin, c'est ça. Et à la même période, il y a 40 ans, vous faisiez cette image, cette séquence. En fait, c'est quasiment une séquence de film, ici, dans cet hôtel, dans la piscine. Dans la piscine, oui, c'est un truc qui n'a pas été... qui a été décidé entre nous la veille pour le lendemain. Parce qu'en fait, il était tous les jours avec vous, c'est ça? Oui, il était là. Moi, je faisais une émission, donc de l'autre côté, là. Maintenant, il n'y a plus la piscine. L'autre côté de la route. Oui, de l'autre côté de la route, il n'y a plus la piscine. Ils ont mis des tables pour faire du commerce. Et donc, j'ai dit un après-midi, on était là sur la terrasse, je lui ai dit, tiens, j'ai jamais fait d'interview au fond d'une piscine, quoi. Et voilà. Et à ce moment-là, fondamentalement, sur le fond, il n'y a rien à en tirer. Mais c'est quasiment du cinéma. Oui, mais rien. C'est du cinéma. Franchement, on ne savait même pas si ça allait marcher. On n'a fait aucun essai technique, rien. Et au moment de sauter, je me suis dit, on va peut-être mourir étouffé, quoi. Donc, franchement, on n'a fait aucun essai, hein, rien. Ouais. Et c'était plouf, on y va. Et ben, tout ça, on peut le voir. Et ça a marché, ça a marqué. Ça a marché, puis c'est un truc qui a été multidiffusé, et donc qui est évidemment dans le documentaire aussi. Mais voilà, on faisait ça comme c'était enfantin, quoi. C'était un jeu, on s'amusait. Certains disent qu'il n'y a plus de stars aujourd'hui, plus de vraies stars. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est une connerie? Ouais, non, il y en a. Ah oui, si. Non, mais on dit, mais il n'y a plus de Belmondo, il n'y a plus de Delon et de Bardot, quoi. Non, ça, il y en a d'autres, mais non. Delon m'avait dit un jour, il n'y a pas de nouveau Delon, il n'y a pas de nouveau Belmondo, il n'y a pas de nouveau ceci, il n'y a pas de nouveau cela. Il y a d'autres gens qui sont des stars aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les stars communiquent beaucoup plus qu'avant, se font moins rares, elles sont même très présentes, parfois trop présentes. Ouais. Les réseaux, tout ça, ont fait que la donne a changé, la vision qu'on peut avoir. Elles sont plus présentes, elles parlent beaucoup, mais est-ce qu'elles parlent pour dire des choses intéressantes? Écoutez, j'ai fait aujourd'hui, avec Vincent Cassel, j'ai voulu tester quelque chose, c'est-à-dire ne pas parler. C'est-à-dire que j'ai fait une interview de Vincent Cassel et à la fin j'ai dit on peut rester un petit moment sans parler comme ça. Je dis le silence est interdit à la télévision, c'est interdit quoi. Là, on va pas, si on fait du silence maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça crée un malaise. Et donc, il a rompu le silence assez rapidement en disant... C'est lui qui a rompu le silence. Oui, il a dit je m'emmerde, et puis après, il m'a dit non, je commence à m'emmerder. Et après, il a dit, mais en fait, j'ai dit ça pour m'en sortir parce que je commençais à sentir un malaise. Et c'est vrai que ça... On peut rester comme ça sans parler tous les deux, s'il n'y a pas de caméra et tout, on peut rester un moment, boire un verre, c'est pas un problème. Mais si vous êtes comme ça filmé, sans parler avec quelqu'un, c'est pas aussi simple que ça. Et ça a un sens aussi. Ça veut dire que vous allez chercher des choses par un angle différent avec les acteurs actuels. C'est l'interview montrée à son paroxysme, c'est-à-dire une interview sans parole. Avec des acteurs qui prennent trop la parole. Voilà. Et donc, et après, Vincent Cassel, après avoir fait la pirouette, parce qu'il ne se sentait pas si bien que ça, bon, c'était pas grave, mais il m'a dit, j'ai fait une pirouette pour m'en sortir, mais en même temps, il me disait, le silence, c'est fabuleux.
Il me dit dans un film, on parle, et on arrête de parler, et d'un seul coup, ça capte l'attention. Voilà. Ah, mais c'est vrai qu'en télé, on a moins tendance à faire ça. Donc si vous voulez, on peut faire toute la soirée en silence. On peut, mais il faudrait qu'on parle par télépathie, quoi. Ah. Vous n'allez pas craquer de toute façon. Ah non, mais c'est pas un jeu, J'en reviens à ce que dit Béatrice Dalle, qui est interviewée dans votre film. Elle dit avant, on se marrait plus. Oui. Et c'est vraiment cette question des marques. C'est ça que je comprends. Elle dit, il y a trop de fric maintenant. Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'un acteur risque? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Surtout, enfin, les gens connus, ils sont filmés toute la journée. Si vous venez là, il y a des gens avec des téléphones partout. Bon, donc il faut. On peut pas faire des... Ah, pas d'excès. Oui, le moins. Pas d'excès. Ouais. Vous pensez que les acteurs en sont conscients, quoi? Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certains acteurs vous disent « Moi, je répondrai pas à cette question, moi, je veux pas faire ci, moi, je veux pas faire ça ». Alors, oui, je crois que ça arrive, surtout avec les Américains. Ah oui. Qui font, je viens chez toi, mais... moi, les interviews que je fais, j'ai pas ce problème-là jusqu'à maintenant, mais je sais par ailleurs que dans des émissions, quand les acteurs américains viennent, il y a une liste qui est donnée de sujets dont on ne parlera pas. Vous nous montrez un peu Cannes? On avance dans Cannes? Ah oui. Allez, parti. Je prends du doping. Allez-y. Martinez, c'est vous qui en avez fait quasiment l'hôtel. Non. Enfin, le Martinez était un peu éloigné du palais, donc c'était plutôt le Majestic, le Carlton et éventuellement le Martinez. Mais effectivement, le fait qu'il y ait eu des gros barnums ensuite de Canal et nulle part ailleurs et le Grand Journal plus tard, ça a attiré autant de monde que les marches. Donc c'est devenu un endroit aussi qui s'est intégré beaucoup plus à la vie du festival. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu, la première année? C'est la Palme d'Or de la première année. J'étais en 83-84, j'étais à TF1. J'ai fait une émission le dimanche après-midi, ici avec Jean Carmet, Gérard Depardieu et Sophie Marceau. Voilà. Ah oui. Ah oui, quand même. Et à ce moment-là, vous êtes impressionné ou bon? Je découvre. Je trouve que j'ai de la chance de faire ça, quoi. Mais c'est bien, je suis là. Et puis après, je suis venu avec Canal pendant 25 ans, je crois. Et à ce moment-là, par exemple, est-ce que vous vous souvenez, vous demandez ce que vous demandiez aujourd'hui aux acteurs, mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez demandé à l'époque? Est-ce que vous leur parliez plus de cinéma? Ah oui, on parlait de cinéma. Tout ça. Ouais. Alors c'est quoi une bonne interview de cinéma? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, très rapidement, on parle d'autre chose, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on parlait des plans, on parlait des réalisateurs, on parlait de l'émotion, on parlait de l'art. Oui, mais la curiosité était assez neuve, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de 36 émissions, les acteurs ne parlaient pas tous les jours, donc on s'intéressait à ce qu'ils disaient. Voilà. Peut-être que c'est ça, c'est pour ça que les acteurs s'ennuient maintenant, parce qu'on leur pose des mauvaises questions. Non. Après, vous savez, la question est une chose, la réponse en est une autre. Donc, on peut faire des bonnes réponses à des mauvaises questions. Oui, c'est ça. Et on peut choisir de ne pas répondre à la question et de parler d'autre chose. Enfin bon, c'est un jeu. Bon alors, c'est un jeu. Vous êtes arrivé à Cannes en 83, vous me dites, la première? Oui, 83, 84. Et ce qui m'amuse, c'est que vous dites souvent que vous avez commencé par le journalisme agricole. C'est ça? Oui, j'ai su très tôt ce que je voulais faire. Je voulais être journaliste à Châteauroux, au journal local. Donc j'ai commencé à aller, pendant que j'étais à l'école, au journal tous les jours. Et puis après, moi j'ai tout raté mes études. J'ai triplé la première, j'ai rien. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je voulais faire ça, mais j'avais aucune raison d'y croire vraiment, parce que on ne m'a pas gardé à Châteauroux. Et donc je suis parti au service militaire. Et après, j'ai rencontré un type qui arrivait de Radio Limoges, qui m'a donné le nom du directeur. Il m'a dit, appelle-le. Donc je l'ai appelé, je suis allé le voir, et il m'a dit, il n'y a pas de place. Donc Limoges, c'était bouché. Ouais, il m'a dit, il n'y a pas de place, je peux vous prendre comme pigiste, mais vous n'aurez pas de quoi vivre. J'ai dit, je vais le faire quand même. Oui, parce que c'était la conviction profonde. J'avais envie de le faire. Vous vouliez faire ça, quoi. Et donc c'était mai 68. Donc c'était la grève. D'accord. Et du coup... C'est une belle actu pour commencer. J'ai bien démarré. Et après, j'ai dit au directeur, il m'a dit, vous savez faire quoi? J'ai dit, je sais faire ce que vous allez me demander. Voilà. Je vous conseille dans la vie, ça marche. Pas tout le temps, mais... Donc après, il faut assurer. Et donc, personne ne voulait faire le journal agricole à 6h30 le matin à Radio Limoges. Et moi, je l'ai fait, donc voilà. Donc ça, c'est Cannes, là, voilà. Ah, et là, il y a les soirées, c'est ça? Les soirées où tout le monde se bat pour rentrer. Ouais, toutes les...
Avant, les plages, il y avait pas tout ça, quoi. D'accord. Maintenant, il y en a partout. Alors, on continue. À Cannes à parler de Limoges. Ouais. Et donc, le journal agricole le matin. Oui, vous y connaissez 4h30 pour un journal de 10 minutes. Ouais. Alors, donc, c'était quoi les infos? Les nouvelles agricoles, les nouvelles lois, les cours du blé, les reportages chez les agriculteurs, voilà. Et alors à quel moment non, je ne vais pas être journaliste agricole toute ma vie. Et à quel moment ça change? Et à quel moment vous passez après, un cap? Après, j'ai basculé aux infos gênées de 7h30, le journal, quoi. Et puis un jour, pendant l'été, il y avait la télé régionale, mais c'était la même boîte, c'est l'ORTF à l'époque. Et le présentateur, en juillet-août, moi je travaillais tous les jours parce que je n'avais pas les moyens de prendre des vacances. Ouais. Et donc, le présentateur du journal, tout le monde était en vacances, il me dit, écoute, il avait un rencard auquel il tenait beaucoup à l'heure du journal. Et il me dit, est-ce que tu peux me remplacer? Un peu, mon neveu. Ouais, je l'ai remplacé. Et le lendemain... De toute façon, c'était votre mantra. Je vais faire ce que tu me demandes. Donc il faut que tu te remplaces. Ouais, non, mais la direction n'était pas au courant. Donc le lendemain, on s'est fait engueuler tous les deux. D'accord. Mais j'ai continué. Voilà. Et après, j'ai fait, bon, je ne vais pas vous raconter tout le passage, mais après, j'ai fait... Alors, si, attendez, parce que là, vous êtes encore que dans de la PQR, dans ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, donc vous n'êtes pas encore à la télé parisienne. Ah non, non, je suis dans une station régionale. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai fait des remplacements. Je suis allé à Poitiers assez longtemps, enfin 1 an et demi. D'accord. J'étais à Reims, à Bordeaux, à Marseille. Et donc, je faisais des remplacements, quoi. Et après, je me suis dit, bon, soit je m'installe dans une station régionale, ce qui est tout à fait honorable, ou alors je vais à Paris. Et il y avait un poste à Paris qui était un poste quasi administratif de coordination des stations régionales où il fallait recevoir ce que les stations proposaient pour le journal télévisé. D'accord. Et j'allais à la conférence du journal télévisé, je disais la station propose ça, on disait oui, voilà. Et donc je commandais, puis c'était tout. Et puis là, donc c'était le début de la libéralisation de l'information à l'ORTF. Oui, donc c'était Pompidou, président de la République. Oui, là c'est encore l'ORTF. Ouais. C'est Pompidou qui est président. Et Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre. D'accord. Et il décide d'ouvrir un peu les vannes à l'info-télé qui était quand même assez tenue par la politique. Oui. Et donc un jour, la station de Rennes me propose l'inauguration de la Fondation Pompidou à Rennes. Ouais, d'accord. Et je réponds spontanément, première chaîne intéressée en cas d'incident, merci, amitié, Michel Denisot. Bon, point. Première chaîne intéressée en cas d'incident. Ouais, en cas d'incident. Ouais. Et donc, bon, puis c'est tout. Oui, mais le mec qui était à Rennes, c'était encore un politique, c'était encore des politiques en station régionale. Ouais. 3 semaines après, conférence de presse de Pompidou à l'Élysée de l'époque. Oui, c'est vrai qu'il avait répondu sur l'affaire. Alors attendez, ouais. Et donc il y a question télécommandée, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont l'information est donnée maintenant à la télévision? Long silence de Pompidou, pas du tout. Et il explique qu'à chaque fois qu'il regarde le journal, l'impression que tout va mal, que machin, il déglingue le truc et il dit, je vais vous donner un exemple. Ma femme va à Rennes. Oui, je vois venir l'affaire. Et il sort mon téléx. Le mec m'a envoyé mon téléx, il avait marqué mon nom. Et il sort mon téléx. Et là, d'un seul coup, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc je dis, moi, je vais retourner à Châteauroux. Donc il lit votre texte? Oui, il lit mon téléx. Voilà ce que dit la télévision, la réponse, intéressée seulement en cas d'incident. Et là, vous êtes fait un nom, ce genre-là. C'est la première fois que j'ai eu mon nom dans le journal. Voilà. Et après, donc, je suis parti, donc j'ai dit, bon, c'est fini, quoi. Ouais. Et puis, le directeur de l'ORTF m'a convoqué. Et puis finalement, un rédacteur en chef qui s'appelle François-Henri de Virieux, paix à son âme, m'a dit au dernier moment, il m'a dit si tu vois que tu risques ta vie professionnelle, je te dis que c'est moi qui te l'ai dicté. Et donc, voilà. Et voilà où on travaille là. Ah oui, alors c'est ça. Parce que donc, vous avez fait Cannes pendant des années et vous êtes à nouveau ici. Ouais. Et donc vous faites cette émission avec Gala, voilà, ici. Figaro. Et vont vous poser des questions aux vedettes. Voilà. Ici. Ouais, okay. On a un plateau là-bas qui est très bien. Et alors, comment on fait? On pose les mêmes questions quand on est sur les réseaux sociaux et à la télé ou pas tout à fait? Un peu, mais après c'est dans la fabrication, dans le formatage où c'est différent. Où il faut savoir bien diffuser au bon moment.
dans tout ce monde que je découvre. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que je ne connaissais pas ce monde-là professionnellement, et ni même trop. Et donc j'apprends beaucoup de choses aussi avec les équipes de gala et qui sont aussi avec le Figaro TV, hein, ça marche ensemble. Comment vous basculez alors après, parce que donc c'est l'ORTF, ça s'appelle pas encore TF1. Non, c'était l'ORTF longtemps. TF1 c'est devenu en 75, on en est loin. Et après donc je suis à la troisième chaîne qui débutait. Ouais. Donc ça s'appelait pas encore FR3. Non, ça s'appelait troisième chaîne couleur. C'était pour indiquer qu'il y avait la couleur. Ah, c'est bien. Ouais. Et la première et la deuxième l'avaient ou pas encore? Il y avait la première et la deuxième qui l'ont eu. Et la troisième. Couleur. Et là, j'ai commencé à faire des flashs, des petits journaux. Ouais. Et puis, il y a eu la création de TF1, mais toujours service public. Hein, oui, bien sûr. Et en 75. Avant, et donc, donc, la direction de la 3 est devenue direction de la 1. Okay. Et ils m'ont emmené à TF1. Et je suis devenu, à côté d'Yves Mourouzi, présentateur du journal de 13h à ce moment-là. Et alors, est-ce que vous vous dites, moi je veux faire de l'actu et les grands moments, ou il y a quand même déjà cinéma en tête là? Oh non, il y a de l'info, je faisais le journal, j'étais content, vous savez, pour moi c'était une chance incroyable, hein. Je ne pensais jamais que ça allait m'arriver. Donc j'ai fait le journal avec Yves pendant 2 ans et demi, 3 ans je crois, et c'est là où j'ai appris mon métier. Oui, qui avait un esprit journaliste d'actu, mais avec un ton décalé. Est-ce qu'il a ouvert l'information? Avant, l'information était assez limitée à la politique intérieure, machin et tout. Et là, il a ouvert à tout. C'est-à-dire qu'il y avait... Avec un style. Est-ce que c'est lui presque l'ancêtre de l'esprit Canal? On parle de cet esprit Canal, ça veut tout dire et rien dire. Mais cette idée qu'on peut s'amuser, tenter des choses, que l'actualité c'était un tout, c'était pas uniquement les choses, comme je le dis, pas uniquement ce qui se passe à l'Assemblée ou la politique internationale, tout ça, c'était aussi faire venir David Bowie sur un plateau du journal, quoi. Donc c'est ça. Est-ce que vous arrivez à ne pas être fan parfois dans vos interviews? Ouais. Pas être fan, parce que vous êtes journaliste, mais il y a toujours des personnalités dingues. Non, mais je suis... Non, je tiens compte du talent des gens, quoi. C'est ça qui m'intéresse. J'ai beaucoup rencontré que Vous arrivez à garder une neutralité? Oui, c'est notre métier d'être... mon métier, c'est de raconter les choses telles qu'elles sont. Ouais. Alors, si les gens ont du talent, on dit qu'ils ont du talent aussi. Oui, mais il y a toujours des questions à poser. Et parfois, on n'ose pas, parce qu'on est surpris, épaté. Je sais pas, une actrice, un acteur, un réalisateur qui vous subjugue, quoi. Oui, là, ça fait des années que je rêve de lui poser des questions. Maintenant, il est devant moi. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Pas de problème, jamais de problème. Non. Franchement, non, vous n'êtes jamais auto-censuré? Je crois que les gens qui travaillent avec moi, j'ai dû faire entre 15 000 et 20 000 interviews. Donc après, j'essaye toujours de traiter tout le monde de la même façon, quels que soient mes sentiments. Et voilà, le seul avec qui j'ai vraiment été... j'ai dit mon admiration, c'est Prince, c'est le seul. Voilà. Parce qu'en fait, il ne faisait pas d'interview, il est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, c'était OK pour une interview. Et moi, c'est musicalement mon héros, quoi. Et j'avais préparé mon interview comme d'habitude. Et au moment de commencer l'interview, j'étais vraiment tellement bouleversé d'être face à lui. Ah, vous voyez? Non, mais ça m'est arrivé une fois sur 20 000. Oui, c'est ça. Voilà, donc et vous lui avez dit tout de suite, quoi? Non, je lui ai dit, c'est la première fois que j'interviewe Dieu, voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Et Michel, je vous propose, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde là, peut-être si on se met sur la route. Il n'y a pas de voiture de ce côté-là? Non. Donc là, on est devant un des autres hôtels extraordinaires de Cannes. Celui-là, c'est un nouveau venu. Ouais. Ah oui, c'est un nouveau? Pas nouveau, mais... Et il y a la boîte d'Alban au-dessus qui est très... Ah oui, c'est ça, c'est la fameuse terrasse d'Alban. La terrasse d'Alban. Ah oui, là-haut. Et alors, c'est vrai qu'on doit même poser les téléphones quand on entre et tout, pour pas que les gens soient filmés. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que là, les stars, elles veulent bien y aller. Ah ouais, tout le monde vient là. Ah ouais. Vous avez donc été sur TF1, et alors Canal. Vous allez chez Canal après TF1, c'est ça? Oui. Je suis allé à la fondation de Canal en 84. Quoi. Donc vous allez chez Canal? On m'a appelé. À l'époque, je faisais une émission le dimanche après-midi sur TF1 de musique, de cinéma, comme il y en a eu plein, qu'il y en a encore d'autres. J'avais travaillé à RMC, j'avais connu Pierre Lescure, et quand il a été au démarrage de la chaîne qui a été créée par André Rousselet, donc
Il m'a téléphoné pour me demander si je voulais y aller. J'ai dit oui. C'était la 4e chaîne, il n'y en avait que 3. Et donc là, c'est une chaîne payante, c'était quelque chose de totalement nouveau. Alors ce qui m'intéresse particulièrement, parce que vous avez raconté plein de fois, mais là vous racontez dans votre documentaire quelque chose de nouveau, c'est que Coluche... Ah oui, c'est-à-dire que la chaîne... Coluche a fait décoller Canal. Oui, absolument. La chaîne n'avait pas de... Ça a démarré mollement, on avait 180 000 abonnés le jour de l'ouverture, et puis au bout de 6 mois, ça a plafonné, quoi. Et donc on a cherché, Pierre et Alain de Greff ont cherché des idées, et à l'époque, Coluche était en plein boom, il était à Europe 1 l'après-midi, il faisait un happening avec un succès énorme et tout. Ouais. Donc, et Coluche au début ne voulait pas venir. Ah donc, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous envoie au charbon. Ouais. Enfin bon, charbon. Il y a pire. Ouais, mais pour aller suivre. On m'envoie pour lui montrer qu'on aime. Voilà. Alors donc j'y vais. Vous allez faire avec lui les courses de stock car. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, personne ne se dit on va faire des... non, mais c'était son hobby du moment. Voilà, il en a eu d'autres. Vraiment, vous êtes dit, allez, on va le séduire. J'avais au stock car, donc il a vite compris pourquoi j'allais au stock car. J'ai retransmis le stock car. Il n'avait pas le droit pour un imbécile, il savait. Non, il a vite compris. Mais vous étiez copains un peu avant ou pas du tout? Non, on me connaissait un peu, mais là, on est devenus, disons, il y avait une estime réciproque. Et alors là, dans le documentaire, vous passez des extraits de ces moments au stock car et on voit tout de suite la complicité. On entend, parce que vous êtes à distance en plus, lui il est dans la voiture, vous êtes comment et on sent que vous répondez du tac au tac, que ça fonctionne entre vous. Ouais, attention, il y a des collègues là qui arrivent. Michel Denis de l'Odega Wassan du Japon. Bonjour. Bonjour. Voilà, regarde là. Hello. Thank you. C'est incroyable. Là, vous êtes partout au Japon là. C'était en direct au Japon, ça se trouve. Et oui, donc le stock car. Et au bout d'un moment, faut transformer l'essai. On a fait le stock car. Ouais, après il est venu, voilà, et donc on était, moi je faisais 19h-20h, lui 20h15, 20h30, donc on était voisins de palier, et là on était assez proches, donc c'est le moment donc là on est en 85. Donc là il est au sommet. Ouais. Il est sorti de Chao Pantin, et où c'était une période où il était difficile. Il était bien, ça allait bien. Il était dans la création des Restos du Cœur. Voilà, il était à SOS Racisme, il était vraiment dans un engagement fort, et tout en restant indépendant et libre. Et donc ça a beaucoup fait de bien à la chaîne. Mais qui dit dans votre documentaire, c'est Harlem Désir qui dit, moi je n'arrive pas à m'en rendre compte, mais je le vois dans votre documentaire, que c'est l'émetteur le plus puissant de France avec le président, quoi. C'est vrai. C'est vrai que dès qu'il attaquait un sujet, ça infusait dans la société, ça infusait, les politiques étaient obligés d'en tenir compte. Et voilà, donc il a beaucoup fait. Ouais. Mais c'est-à-dire, c'était obligé de s'en tenir compte, c'est-à-dire il pouvait faire basculer l'opinion. Oui. Oui, il avait une force que personne d'autre n'avait parce qu'il était membre de rien. Il n'était pas d'un parti politique, il n'était pas... voilà, donc il était libre et il défendait ce qui lui paraissait défendable, les minorités, tout ce qui était les gens qui se sentaient un peu rejetés ou ignorés. Et en même temps, il en avait conscience, lui, de ça ou bien pas, sûr, ou en fait il faisait des conneries et puis ça partait. Non, c'est pas des conneries. Il savait dans toutes ces conneries, il y avait du fond. Ouais. Et c'est pour ça qu'il était fort. Aucune connerie n'était gratuite. Voilà, donc vraiment? Ah ouais. Oh, quand vous sautez dans la piscine, c'est un peu gratuit. Ouais, mais ça c'était pas son spectacle, c'est pas son propos, c'était pas. Ouais. Il a dans le documentaire, il y a un petit point qui me dérange, le seul qui me dérange, mais il faut le regarder. Vous ouvrez une porte sur le jour de sa mort. Et ses amis disent, il est peut-être pas mort par hasard. Ouais, ça oui, il y a eu des débats là-dessus, des enquêtes et tout. Donc moi je laisse parler les gens qui, Ludovic Paris qui laisse entendre qui dit carrément qu'il a un doute. Il était en moto avec lui, donc il est pas, il était là, il roulait à 60 à l'heure sur une petite route pour aller vers Okyo. Et il y a un camion qui tombe brutalement. Bon, je ne peux pas vous en dire, j'y étais pas, donc je ne vais pas me mêler à porter. Mais donc il a un doute. Quand vous ouvrez la porte, on se dit, mais attendez,
Pourquoi? Ça Comment? Quelles sont les preuves? Oui, c'est tout. C'est tout. Moi, je donne la parole à celui qui y était. C'est pas celui qui a entendu dire et qui n'y était pas. C'est celui qui y était qui dit qu'il a un doute. Donc je le laisse, voilà. Et vous avez une conviction? Aucune, j'étais pas dedans. On ne peut pas avoir de conviction sur un accident auquel on n'a pas assisté. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien. Donc j'ai que des témoignages de gens qui y étaient, quoi. Bon, alors là, on s'approche, Michel. Ouais. Là, on s'approche des marches. Ah oui. Donc là, comment ça se passe? Fondamentalement, les stars arrivent ici, en voiture, on les amène là? Il faut des voitures avec les bons macarons. Enfin, d'accord. Voilà, on n'arrive pas en 2 chevaux. D'accord. Et en général. Oui. Et donc là, c'est toute la circulation est cadenassée. Il n'y a que les voitures accréditées qui peuvent passer. Donc là, vraiment, là, on est à l'endroit où il n'y a plus personne à part les stars. Absolument. Il n'y a pas que des stars qui montent les marches. Hein. Oui. oui, c'est vrai. Mais il y a quelques qu'on regarde vraiment. Ouais. Et donc voilà, après, ils prennent l'autre fil, on va y arriver, et puis après, on arrivera en bas des marches. Vous avez déjà monté les marches, vous? Combien de fois, oui. Oui, mais alors, en tant que journaliste. Ouais, en tant que journaliste, tous les ans. Et puis, je les ai montés il y a déjà 3 ans, parce que j'avais un autre documentaire. C'est la 2e fois que je suis sélectionné. Oui. Donc j'avais un autre documentaire qui était sur la famille, un documentaire vraiment de cinéma cette fois-ci, sur la famille Rassam, la famille Berry, avec Francis Ford Coppola, donc, que j'avais fait et qui avait été sélectionné. Donc là, j'avais monté les marches avec toute l'équipe. Monter les marches quand on est sélectionné, c'est pas pareil que monter les marches quand on est spectateur. Ah oui, parce que là, vous posez, tout le monde va Michel, les photos et tout. Non, c'est pas ça, c'est personnellement une reconnaissance, quoi. Ouais. Et c'est toujours difficile, là, sur le tapis rouge, d'avoir un moment fort. Et il y a eu un moment fort, on le voit dans votre documentaire, avec Coluche. Oui. Il a monté les marches travesti, quoi. Oui. Et avec Béatrice Dalle et son mari... qui était un homme très réservé, qui s'est retrouvé dans un truc... Parce que ici, théoriquement, on monte que smoking, habillé en noir. Oui, mais il y a toujours, chaque année, on laisse passer un ou deux pour... Oui, il y a de la fantaisie, mais enfin, en général, il y a de la tenue, quoi. Il y a de la tenue. Et alors, lui, il monte habillé en femme, mais en plus, il n'a rien à faire là. Non. Parce qu'il n'est même pas dans le film. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé. À l'époque, c'était un peu plus bon enfant, quoi. Voilà. Et alors, oui, Michel, il y a les marches de ce côté, et il y a les escabeaux à droite. Ah bah oui, les fameux. Là, ils sont avec des cadenas et tout. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Vous vous promenez? Oui, je fais un petit tournage. Voilà. Vous voulez venir ici? Ah oui, si on peut, ouais. Ah, merci beaucoup. Merci bien. Donc voilà, là vous êtes sur les marches. Oh là, je suis un peu ému. Ça va, monsieur? Ça va bien? Enchanté, merci. Merci. Donc voilà. On peut avancer, vous pensez? On peut avancer un peu? Ne restez pas trop longtemps. Non, reste. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Il y en a 24. Oui, alors, c'est vrai que quand on arrive ici, on vous presse parce que ça s'enchaîne et tout. Ça dépend, ça dépend. Est-ce qu'il y a des montées de marche mémorables? On se souvient de Sophie Marceau, évidemment. Il y a toujours des moments comme ça chaque année. Ouais. Mais il n'y a pas de chute. Non. Faire attention. Oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci bien. Qui sont vos références absolues en cinéma? En cinéma? Ouais. C'est comme partout, je suis curieux de tout. Donc je m'intéresse à tout. Alors après, j'ai des goûts qui varient aussi dans les différentes périodes de ma vie, même d'un jour à l'autre. Mais j'aime... Oui, c'est-à-dire que si on vous demande votre top 10 des films préférés, ils changent tous les ans, quoi. Oui, même tous les jours, ça peut changer en fonction de ce que je vis, de à quoi je pense. Vous avez fait réaliser une fiction. Oui. Alors, vous n'en êtes pas très content? Ça n'a pas été une réussite à la sortie, bon. Mais j'ai beaucoup appris, quoi. J'ai beaucoup appris, en fait, sur le cinéma, sur tout ce qui a entouré la fabrication d'un film. Alors, il faut y retourner une deuxième fois sur de la fiction. Là, je me suis mis au documentaire. Ouais. Et c'est intéressant, c'est que vous vous mettez en scène dans la... Ouais, cette parce que c'est là, il s'appelle comment? Coluche et... Mon Coluche à moi. Mon Coluche à moi. Ouais, parce que c'est pas une... C'est pas un documentaire sur toute la vie de Coluche, c'est sur la période que j'ai connue, quoi. Et en même temps, tout le monde a son Coluche à lui. Tout le monde peut s'approprier ce titre.
les gens qui l'ont très connu, pas connu. Aujourd'hui, les humoristes d'aujourd'hui qui sont dans le documentaire disent tous qu'il a appris quelque chose, inspiré quelque chose, etc. quoi. Vous montrez une image. Le soir, vous me disiez tout à l'heure, la seule fois que j'ai dit à une personnalité qu'elle était extraordinaire, c'était avec Prince. La seule fois que vous avez pleuré à la télé, ces jours-là. Ouais, quand il est mort, parce que c'est arrivé l'après-midi, je prends l'antenne à 19h. Il y a un mois avant, vous faisiez... vous amusiez même tous 2 les jours deux avant, ici. même 2 jours avant. Donc j'étais fauché par l'émotion, et voilà, donc j'ai pas pu me contenir. Pourquoi vous avez choisi... Bon alors... Oui, c'était votre ami, mais pourquoi Coluche? Vous connaissez du monde, il y a des documentaires sur tout. Pourquoi c'est quelque chose de profond, des années que vous dites? Ça a démarré il y a plusieurs mois. Romain Colucci, qui est le fils aîné de Coluche, m'a appelé pour déjeuner avec moi et pour me demander d'écrire une introduction d'un livre qui va sortir au mois de juin, de citations de son père. D'accord. Ok, je dis bon, je vais le faire. Et je lui demande pourquoi, il me dit parce que les dernières années avec mon père, vous étiez proche, vous avez toujours parlé de façon assez juste de lui, sans pour autant être complaisant. Et voilà. Donc j'ai écrit ce texte, et puis après, je me suis dit, mais ce que je raconte là, en fait, c'est beaucoup de choses qui n'ont pas été vues, quoi. Et donc l'idée de faire quelque chose germe. Et après, je me dis, c'est pas suffisant. Ce qui est intéressant, c'est qui Coluche aujourd'hui, quoi. C'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc ça, c'est le deuxième point. Et à partir de là, quand j'ai contacté aussi bien Soprano que Michael Youn, Jérôme Commandeur, etc., je me suis dit, tiens, il y a matière. Ouais. Et troisième point, quand je suis arrivé chez Bangoumi, l'équipe de production de quotidien de Laurent Bon, etc., j'ai demandé à travailler qu'avec des gens qui n'ont pas connu Coluche, et si possible qu'avec des femmes. Pourquoi? Parce que je voulais la curiosité de qui est Coluche aujourd'hui pour les générations d'aujourd'hui, et avec des femmes par rapport à la misogynie qui était ambiante, assez permanente dans les années 80, et en particulier chez Coluche aussi. Et donc voilà comment j'ai travaillé. Mais c'est vrai que vous, dans le documentaire, vous n'écartez pas cette non, mais j'écarte rien. part-là. C'est ce que Et quand j'ai fait une projection à Paris avant d'être ici, il y avait le fils de Coluche, Romain, justement, et donc j'avais la première personne dont je voulais avoir la réaction, c'était lui, quoi. Ouais, bien sûr. Et il m'a dit, écoute, c'est extrêmement juste, vous n'avez pas... les travers de mon père, ils sont, tout y est, c'est traité de façon normale. Et voilà, donc il trouvait que le documentaire était assez juste par rapport à ce qu'était son père. Donc c'était pour moi la vie le plus important, quoi. C'est très intéressant parce que le nombre de fois où j'ai entendu mes Coluche aujourd'hui, il pourrait jamais dire ça. C'est vrai ou pas? J'en sais rien. Coluche, il serait comme moi, il aurait 80 ans. Et donc, je sais, on n'est pas forcément le même qu'à 40, mais je pense qu'il n'aurait pas changé, mais je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui n'est plus là, et qui plus est qui n'est plus là depuis 40 ans et qui est Coluche. Bon, après, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il avait... Parce que il était assez progressiste. Mais je pense qu'on peut toujours te dire. Après, vous pensez? Ah oui. Mais après, il y a la vulgarité, tout ça, la gauloiserie excessive, ça passe plus, mais ça n'empêche pas de dire ce qu'on pense, quoi. Il faut le dire différemment. Non, on peut dire ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a un équivalent Coluche aujourd'hui? Ou c'est impossible? Il n'y a pas d'équivalent. Des grands talents n'ont pas d'équivalent. Oui, mais alors, au-delà du talent, de l'humour, dans la portée et l'ampleur de ce qu'il représentait. Oui, il y a dans les gens qui sont assez cash. Il y a Jérémy Ferrari, Michael Youn dans son genre aussi. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils puissent fédérer et faire les restos du cœur, par exemple, vous voyez. Enfin, j'en sais rien, peut-être pas, d'ailleurs. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais je pense que c'est des gens qui peuvent s'engager si c'est pas interdit, quoi. C'est pas impossible, pardon. Non, je sais pas, mais ça... Oui. Il n'y a pas, si vous voulez... C'est Delon qui m'avait dit ça une fois, il m'avait dit il n'y aura pas de nouveau Delon, il n'y aura pas de nouveau Belmondo, il n'y a pas de nouveau Platini, il n'y a pas de nouveau Zidane, il y a d'autres. Voilà. Il y a d'autres. Voilà. Ouais. Il y a des politiques qui viennent à Cannes cette année, il y en a toujours qui viennent sur le tapis. En général, il y a le ministre de la Culture, c'est normal, hein, il est dans son rôle. Et puis après, non, pas tellement. Un an de la présidentielle, on se dit pas non. C'est le tapis rouge. N'attends pas ça, quoi. Ouais, non, je crois pas. Vous en receviez quand même, vous, dans les émissions, quand ils étaient là? Ou non, c'est réservé au cinéma. Une fois, j'avais interviewé Jean-Luc Mélenchon qui était là. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais alors Mélenchon, vous aviez des petites tensions, mais sur le plateau à Paris. Mais mais là, une fois, il était là. Je l'avais interviewé, mais pas en plateau. J'avais fait un tournage, quoi. Ouais.
Et il m'avait dit, ouais, je suis là parce que c'est la CGT qui a créé le festival, etc. Donc il était avec des gens de la CGT à proximité, mais il n'avait pas monté les marches, quoi. Ouais. Ça aurait pu être drôle. Ouais. Avec un Coluche à côté, imaginez la scène. C'est vrai d'ailleurs que la République En Marche vous a proposé d'être candidat aux législatives. J'ai lu ça. Ah oui, mais candidat aux législatives, ça fait... Tout le monde vous propose. Non, faut exagérer, mais moi je suis originaire de l'Indre, bon, voilà, je suis là-bas, je vote là-bas. Ma famille est de là-bas, était de là-bas. Et le premier qui m'a proposé d'être candidat aux législatives, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber. Oui. Donc ça date pas d'hier. Oui. Ça devait être en 76, 17, par là, ou 18, je sais plus. C'était à l'époque où je présentais le journal de 13h. Et je m'étais présenté à l'élection municipale de mon village. Et j'avais été élu, et bon, avec un bon score et tout, donc ça avait fait 3 lignes. Et donc à partir de... C'est la première fois, et après on l'a proposé, je sais pas combien de fois. Hein. On m'a proposé même d'autres trucs plus importants que ça. Donc, ah bon, ministre ? Oui. Ministre de quoi ? De la culture. D'accord. Ouais. Qui ? Eh oui. Eh oui. Vous voyez quoi. Eh oui. Alors on peut deviner, on peut essayer de deviner. Oh, c'est pas la peine, parce que je l'ai pas fait. Non, vous l'avez pas fait, c'est vrai. Vous avez été tenté ? Non, mais j'ai réfléchi. Bon, l'ego est flatté, mais après ça s'arrête là pour moi. Ce qui me concerne, parce que, mais alors attendez, vous allez pas me dire qui, mais on vous a proposé au moment où on est en train de fabriquer le gouvernement. Ah oui, donc vraiment pas. Si je suis élu, peut-être que. C'était pour le lendemain, quoi. Enfin, le lendemain, une période, voilà. Mais ce qui est génial, c'est que vous auriez pu être ministre de la Culture, ministre des Sports, parce qu'on n'a pas parlé de cette partie-là. Ministre des Sports, on me l'a jamais proposé. Ah non, ça non. Ça, du coup, j'aurais peut-être. Vous auriez dit oui, ça. Non, j'aurais un peu plus réfléchi. Ah oui, d'accord. La culture, je me sentais pas légitime. Et en fait, j'ai pas envie de faire ça non plus, parce que j'aime mon métier, et je préfère faire mon métier, je l'aime. Et si je me mets à changer, après c'est dur de revenir. Il n'y a pas de billet de retour déjà, et puis non, je préfère faire ce que je préfère être libre. Je préfère surtout être libre. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent, et là-dessus il n'y a aucune ambiguïté. Mais je préfère être libre de faire ce que je veux. Voilà. Mais vous me dites, Michel, que vous aimez votre métier, mais vous avez 4, 5, 6 métiers. Vous avez été journaliste, vous êtes journaliste, c'est votre métier largement principal. Vous avez très réalisateur de films. Au cinéma où là on va c'est assez, ça s'appelle le Cinéum. C'est la nouvelle salle faite par Rudy Ricciotti. D'accord. Et où il y a des films en compétition. Peut-être que le vôtre sera projeté aussi là-bas. Moi je passe là-bas. Vous passez chez les grands. Mais tout le monde ne peut pas rentrer dans la salle. Souvent c'est projeté dans la grande salle et puis c'est projeté à côté dans d'autres cinémas. Vous me dites que vous avez été élu maire de votre village. Non, pas maire, j'étais conseiller municipal. Ah, conseiller municipal ? Ouais. Non, je suis une famille d'élus locaux. Moi. Ouais. Ma femme a fait 2 mandats, ma mère en a fait 4 à Châteauroux. Ouais. Je sais ce que c'est que d'être élu local. On n'en parle pas souvent des élus locaux, mais c'est bien dommage parce que c'est un truc vraiment d'abnégation et souvent de dévouement et assez ingrat, quoi. Et on a beaucoup d'ingratitude aussi parce que tout ce qu'on fait est critiquable tout le temps. Et voilà. Vous avez été aussi président d'un club de foot. Exactement. Moment important. Et d'ailleurs, vous faisiez aussi encore un peu de présentation en même temps. Un peu, je faisais une émission. Quand on y pense, c'est dingue. Comment vous vous retrouvez dans l'affaire ? Par hasard. En fait, en 91, le PSG, le maire de Paris, qui est Jacques Chirac, dit aux dirigeants, la mairie va arrêter de renflouer le club tous les ans. D'accord. Débrouillez-vous. Terminé. Voilà. Ouais. Et donc à l'époque, c'est Bernard Brochant, un Canois, qui prend son bâton de pèlerin et qui fait le tour pour trouver. Il va à TF1, il va je sais pas où, et il s'arrête à Canal. Et à l'époque, le championnat de France de foot, c'est un feuilleton pour les téléspectateurs, avec des personnages. Marseille est un personnage, Paris est un personnage, Monaco en est un autre, Auxerre en est un autre. Et donc il y a des identifications. Et donc la direction de Canal à l'époque s'est dit, s'il n'y a plus Paris dans le championnat, notre produit vaudra moins cher. Bien sûr. Moins attractif. Et les mêmes problèmes perdurent, puisque c'est toujours un peu les mêmes choses aujourd'hui, avec des joueurs qui s'en vont, s'ils perdent le joueur. C'était perdre un élément, disparaître. Et donc ils décident de reprendre le PSG. Et moi je suis pas du tout dans la négo, ni rien et tout, je fais mes émissions toujours. Et puis au moment de dire qui va présider, André Rousseler est venu pour appeler
les fondateurs de Canal dont je faisais partie. On était une douzaine autour de la table, puis il commence à faire le tour pour présider. Il arrive à moi et il me dit Michel, ça serait bien que ça soit vous pour telle et telle raison. À l'époque, je présidais Châteauroux qui était en deuxième division. C'est rien à voir, j'ai une petite expérience, mais pas grand-chose. Et vous étiez sans doute le seul autour de la table à avoir cette mini-expérience. Non, il y avait Charles Bietri qui... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Bietri. Donc c'était le rêve, mais il dirigeait les sports. Et donc, il me dit, ça serait bien que ce soit vous, etc. Je dis, merci, mais je vais réfléchir. Il me dit, à votre place, je ne réfléchirai pas. Je dis, ah ben bon. Je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme, je suis président du PSG. Elle m'a dit, pardon. Et comme tout journaliste, je savais que je savais faire, croyais que je savais faire. Et je me suis rendu compte au bout de 2 jours que je ne savais pas. Et donc, je me suis entouré, j'ai appelé Platini, qui m'a indiqué des gens. Et j'ai pris un entraîneur qui avait gagné la Ligue des Champions pour apprendre. Voilà. Et donc, j'ai fait 7 ans très intenses, vraiment très très intenses. Et quand j'ai fait ça, bon, ça a plutôt bien marché, on a gagné tout au moins une fois. Et puis, j'en pouvais plus au bout de 7 ans. Et puis, je ne me rendais pas compte à l'époque que ça marquait autant les gens, quoi. C'est-à-dire ça fait 28 ans que je n'y suis plus. Ouais. Si vous marchez avec moi à Paris, pas à Cannes, toute la journée, il y a des gens qui m'arrêtent pour m'en parler. Et Bernard Tapie, avec qui j'ai eu une relation vers la fin de sa vie, un peu, on se parlait, il était malade et tout, et il me disait, tu peux avoir interviewé la Terre entière, on te parlera d'abord du PSG, et je ne me compare pas à lui, il disait, mais moi j'ai fait autre chose, mais on parle d'abord de l'eau, on me parle que de l'OM. Et donc c'est vrai, je ne me rendais pas compte, aujourd'hui encore, on me parle plus du PSG que du reste de ce que j'ai fait. Et donc parce que pendant 7 ans, il y a eu des émotions chez les gens qui ont regardé les matchs, il y a eu des grands rendez-vous, des PSG Real, des trucs très forts. On a gagné une Coupe d'Europe, et donc tout ça, ça a marqué les gens pendant, et ça reste beaucoup plus que n'importe quoi. Il y a une question intéressante, c'est les hommes, les joueurs, quoi, qui étaient des types à l'époque qui paraissaient normaux. Aujourd'hui, vous sauriez faire avec les personnalités actuelles? J'en sais rien, écoutez, je ne suis pas confronté à ça, mais je pense que c'était déjà dans le fruit. Hein, ah oui ouais. Bon, les sommes n'étaient pas les mêmes, évidemment, mais il y avait une puissance quand même autour de ça qui était très forte, très très forte. On descend. Ah, il y a un tapis rouge. Il y a petit tapis rouge. Petit tapis rouge. La petite moquette. On y va. Bon, alors ici, on voit, il y a des films du festival en compétition qui sont là. Il y a tous les films du lendemain. Ah oui. Enfin, c'est d'abord au Palais en salle lumière et après ça vient ici le lendemain. C'est un bâtiment fait il y a quelques années, c'est ça? C'est un bâtiment qui a été construit pendant le Covid, suite à un concours européen qu'on a gagné. Nous, on était les petits exploitants des cinémas et des arcades à Cannes. Et c'est construit par Ricky Ricciotti, architecte de Bruxelles. Donc là, c'est le public qui va voir les films qui sont passés la veille. Tout à fait. D'accord. Très bien. Ouais, c'est bien. Le public, alors c'est le public qui est accrédité du festival. Ouais. Alors ces salles de cinéma, ça va encore vivre? Oui, en fait, aujourd'hui, j'interviewe Vincent Cassel. On dit toujours quand il y a quelque chose de nouveau que ça va tuer ce qui existait. Ouais. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. On n'en sait rien, quoi. Je pense que les salles de cinéma, les entrées cette année en France sont très bonnes. Voilà. Vous vous placez où dans le cinéma? Au milieu. Au milieu? Au milieu, bien sûr. En haut, en bas, milieu de salle? Au milieu, aux 2 tiers de la salle. Ah d'accord, bon, alors on va se mettre au milieu de 2 tiers de salle. Le son est le meilleur. Ben voilà, ouais. Le son, puis bien dans l'axe de l'écran, et voilà, quoi. On se met là, ici? Ben voilà, c'est parfait, rien avec le rideau rouge. Il faut vous proposer quelque chose à boire. Oh, ça va, merci, ira, monsieur, merci beaucoup. Merci bien. Qu'est-ce que vous pensez, je me posais la question, de la guerre culturelle médiatique du moment, entre toutes ces chaînes, entre CNews, le service public, Canal, Europe 1, Quotidien. C'est pas la guerre. Si, c'est la guerre. La guerre est déclarée. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang. C'est des compétitions. Des compétitions, des distributions qui changent, qui vont rechanger. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le public qui décide si tout ça a raison d'être. Mais est-ce que vos grandes années TF1, Canal, dans les années 80-90, on s'attaquait par émission interposée? Droit de réponse et compagnie. Droit de réponse, ça aurait bastonné beaucoup plus que ceux qui bastonnent aujourd'hui. Ah, vous trouvez? Ah bah oui. Oui, mais est-ce qu'ils attaquaient les autres comme ça? Mais les autres... ils attaquaient tout le monde. Ah oui? Bah oui, au contraire.
Ils s'attaquaient même eux-mêmes. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, donc vous me dites que... Voilà qu'il ait du mal de TF1. D'ailleurs, ça lui a coûté à un moment donné, il a été trop... Mais aujourd'hui, il n'y a aucun courage de personne. Tout le monde attaque là où il n'y a pas de risque, puisqu'ils attaquent les autres. Ils ne disent pas que là où ils sont, c'est pas bien. Ouais. Bah oui. Ouais. Non mais c'est vrai que là, le matin, Pascal Pro ouvre sur France Inter, qui réplique sur Europe 1, puis Europe 1 attaque quotidien qui est obligé de répondre alors qu'il ne serait pas forcément dans la confrontation. Vous voyez, j'ai l'impression... Moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Oui, mais comme vous avez... Là, c'est quand même votre métier. Là, vous êtes expert. Oui, c'est mon métier, mais c'est pas le métier que j'exerce. La télé, aujourd'hui, n'a plus beaucoup d'importance. Il faut quand même être conscient de ça, que les écrans, il y en a partout, que les audiences de télé ne cessent de baisser, que les chiffres d'affaires de pub ne cessent de baisser, y compris sur les grosses chaînes. C'est la fin de la télé. C'est fini, la télé. Ça a été un truc majeur qui dominait tout. Aujourd'hui, c'est un truc... On va pas dire mineur, mais quasiment. Qu'est-ce qui marche encore? Les grands matchs, les grands rendez-vous sportifs, et c'est tout. Même les grands films, ça marche plus. Enfin, ça marchote. Quand vous voyez, moi je regarde les audiences, j'ai toujours le réflexe. Tous les matins, je regarde les audiences. Mais oui, parce que c'est mon monde. C'est mon monde professionnel. Et donc, je vois que les primes, quand ils font 3 millions, ils sont contents. Mais c'est rien. Enfin, c'est rien. On est 66 millions. Faut arrêter, ou alors les mecs qui font des communiqués, record, carton d'audience, on est passé à 322 000. Attends, mais c'est quoi ça? Moi j'en ai plus que ça sur Instagram. Donc c'est plus rien à voir la télé. Alors on se monte la tête, ouais, machin, tout, des polémiques. Ouais, ça amuse le tapis. C'est peut-être qu'ils vont boire un coup après ensemble, j'en sais rien. peut-être comme les politiques. Et alors, est-ce que vous avez suivi quand même ce rapport à l'oncle, là, et cette commission sur l'audiovisuel public? Un petit peu, ouais. Parce qu'en gros, ce que reproche la droite et l'extrême droite, c'est que pendant des années, il y aurait eu entre soi, un milieu duquel vous auriez pu participer, qu'il y avait une idéologie dominante et tout. Vous savez, j'étais 30 ans dans une chaîne où qui s'appelle Canal, on disait qu'il y a un esprit Canal+, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Ah oui. Il n'y avait aucun dogme. Oui, on faisait ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait, il fallait que ça marche. Mais on avait une liberté, l'esprit Canal, c'est de la liberté d'entreprendre des choses qu'on avait envie de faire, et le patron disait ça va pas, pour telle raison. Mais c'était pas des trucs idéologiques, ni rien, quoi. C'était... Et il y a pas, on vous disait pas, il faut parler de ça de... Vous rigolez, non? Sinon vous seriez parti, quoi. Non, on n'en est pas là, mais on avait une grande liberté, oui. Vous voyez dans le documentaire sur Coluche, à un moment donné où Lescure a convoqué Coluche, il a fait un truc trop dur sur les handicapés. Ouais. C'est pas la droite la gauche, c'est trop dur sur les handicapés parce que en télévision, on dit toujours, on dit pas qu'on l'écoute la télévision, on dit qu'on la regarde. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire j'ai écouté la télé. Non. On regarde. Donc l'image est plus forte que le mot. Oui. Et donc Coluche avait fait une vanne qui, dite comme ça, pouvait passer, mais avec des images en plus d'handicapés dessus, ça passait pas. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'à la radio, l'après-midi sur Europe 1, ça marchait, mais le soir sur Canal, l'image est plus forte que le texte en télé. Et donc ça, c'est des recadrages nécessaires, et c'est tout, parce qu'à un moment donné, faut pas se mettre, faut pas choquer la terre entière, ça sert à rien. Bon, Michel, malheureusement, on était un peu en avance, mais merci pour cette interview. Je peux plus rentrer dans la salle. Il faut voir le doc sur Coluche, à tout prix. Ah oui, il faut le regarder. Oui, oui, bien sûr. Mais je suis sûr que ça va marcher, parce qu'il est populaire. Écoutez, oui. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cette soirée. Merci bien. Puis bon courage à Cannes avec Gala. Oui. Ouais. Ça aussi, c'est très agréable. Ouais. Je découvre le monde du web, disons, voilà, et des réseaux.